Chicago, surnommée la ville du crime. C'est aussi le terrain de chasse privilégié de Raleigh et de May. Raleigh Vincent est une experte bien supérieure aux hommes en ce qui concerne toutes sortes d'armes. Sa spécialité est de faire sauter d'une balle les pouces de ses adversaires. Minnie May, elle, est spécialiste en matière d'explosifs. Elle est aussi jolie qu'efficace. On les appelle les Gunsmith Cats. La coopération entre l'auteur original de cette superbe série d'action, Kenichi Sonoda, et la meilleure équipe d'animateurs du moment, a permis la réalisation de cette série en animation. Elle se compose de 3 volumes. Gunsmith Cats est une série où rien n'a été laissé au hasard, où chaque détail, que ce soit au niveau visuel ou au niveau du son, est conforme à l'original. Nous allons maintenant vous révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette série, sans jamais avoir osé le demander. Le personnage principal, Raleigh Vincent, a un nom plutôt masculin, mais est résolument féminine. Elle est une experte en armes et en conduite et pourrait en remontrer à bien de ses camarades masculins. Elle sait rester féminine, même au cœur de l'action. Sa partenaire se nomme Minnie May Hopkins. C'est un personnage très attachant. May est âgée de 17 ans, mais son apparence physique est beaucoup plus enfantine. Néanmoins, elle fait montre d'un très grand charme. Elle est en outre une véritable experte en explosifs. Sa passion pour les bombes de toutes sortes la rend bien plus dangereuse que Raleigh, mais c'est ce qui la rend aussi attachante. Un autre personnage important de l'univers de Gunsmith Cats est Becky Farrer. Becky est informaticienne et dirige un réseau de banques de données. Ces informations ont souvent aidé Raleigh et May à résoudre leurs affaires, mais en échange, elle tient à être récompensée pour son travail. Néanmoins, Becky reste un personnage assez mystérieux. L'adaptation en animation a nécessité la conception de nouveaux personnages. Bien sûr, ces personnages sont dans le pur style du créateur original. Le titre original de la série Gunsmith Cats nous indique dès le départ que les armes auront un rôle prépondérant. En effet, nous pouvons observer plus de 100 modèles d'armes différents, anciens ou récents, de toute provenance, allant du pistolet ou de la mitraillette au bazooka et à la mitrailleuse lourde. Les concepteurs se sont documentés et ont fait leurs recherches sur des encyclopédies d'armement militaire, et ainsi ont pu élaborer les scènes d'action. Ce travail de recherche quasi maniaque, associé à un bon scénario,
a fait que l'intérêt et la qualité de Gunsmith Cats se sont considérablement accrus. L'action se situe à Chicago, et je voulais brosser un tableau assez réaliste de l'ambiance américaine. En novembre 1994, les membres principaux du staff se sont rendus sur place afin de mieux s'imprégner de cette atmosphère. C'était la première fois que ces gens se rendaient à Chicago. Notre coordinateur était une femme détective en activité. Le fait le plus amusant du voyage est que la plupart des membres du staff étaient plus intéressés par les armes que par le tourisme. Toutes les armes décrites dans la série sont réelles. Il était bien sûr impossible de pouvoir se documenter au Japon. À ce propos, en ce qui concerne le titre Gunsmith, cela concerne l'artisan spécialisé dans les armes et qui les fabrique en fonction des goûts et des nécessités de leurs utilisateurs. Aux États-Unis, la possession des armes est autorisée à titre de défense uniquement, mais en fait, il n'en est rien dans la vie quotidienne. On peut ressentir cette réalité lorsque l'on marche dans les rues aux États-Unis. Mais quelles sont les sensations qu'ont pu ressentir les membres du staff lorsqu'ils ont tiré à balles réelles dans un centre d'entraînement au tir ? Après la visite d'une armurerie, nous voilà faisant du tourisme dans les rues de Chicago. Cette ville est peuplée d'environ 3 millions de personnes et est la deuxième grande capitale des États-Unis. Un vent venu du lac Michigan souffle au travers des dédales de buildings. On l'appelle plus communément Windy City, la ville des vents. Nous nous sommes même promenés à Downtown, quartier réputé assez dangereux. Cela nous rappelait le film Les Incorruptibles, dont l'action se passait à Chicago. Chicago, la ville du loop, le métro aérien, ses bateaux, etc. Ce voyage s'est donc révélé indispensable pour la recherche d'une certaine Amérique transposée en animation. Les membres du staff ont recueilli et filmé avec soin tous les sites et les décors avec une caméra. Un autre lieu de notre visite fut l'école de police, où on prépare ces hommes à lutter contre toutes les sortes de criminalité de la capitale. Pour renforcer cette impression de monter au front pour assurer l'ordre et la sécurité, il fallait encore plus coller à la réalité. Les membres du staff voulaient visiter cette école et, on ne sait par quel miracle, ils y sont parvenus. Ils ont même obtenu une interview des instructeurs sur le maniement des armes et le port de la tenue. Oui, on peut évaluer son poids en la touchant. Les gens de là-bas ont été très coopératifs et nous ont très bien accueillis. C'est aussi la première fois où on envoie une équipe aussi importante et un matériel aussi lourd pour un simple repérage, pour une animation. Nous voyons maintenant les photos des sites prises par le directeur artistique de la série. Il a réalisé de magnifiques dessins dès son retour au Japon. Il a dû falloir adapter son style de dessin pour aboutir à une telle ressemblance.
Demandons au directeur artistique de quelle manière il a agi pour arriver à un tel résultat. Quelles ont été vos impressions sur Chicago? Le gris. Mon souvenir principal est gris. Le gris et la couleur brique. Et puis aussi la couleur bleue du ciel. Mon souvenir le plus fort est celui de ces trois couleurs. Vous voulez dire que qu'il fasse beau ou nuageux, il fait gris? Oui, c'était un gris clair qui oscillait presque jusqu'au gris noir. Je m'imaginais la ville beaucoup plus sale. Mais à ma grande surprise, c'est une ville très propre. Lorsque vous dessinez, portez-vous vos efforts sur un point particulier? En fait, non. Bien sûr, les armes et les voitures sont les pièces maîtresses de l'histoire. Mais du côté artistique, c'est la ville de Chicago qui est l'héroïne. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir reconnaître une ville des États-Unis. C'est pour cela que j'ai dessiné les décors de Chicago de cette manière, afin de pouvoir retrouver cette atmosphère particulière. Cette atmosphère si particulière qui caractérise Chicago et que l'on ne peut retrouver nulle part ailleurs, ni au Japon, ni même en Europe. Mais ce qui caractérise le plus Gunsmith Cats, ce sont les scènes d'action. Ces scènes d'action intensives s'articulent autour de deux pôles principaux que nous allons voir ensemble. Les scènes d'action automobile mettant en scène la voiture chérie de rallye, une superbe Shelby GT500, une voiture qui coûte très cher. Bref, en un mot, il faut avoir un très gros salaire pour pouvoir se la payer. Un modèle qui a fait pleurer une grande partie du staff, paraît-il. Les scènes d'action avec armes aussi sont très présentes. Par exemple, le CZ modèle 75. Ce pistolet de fabrication tchécoslovaque est l'arme favorite de rallye. Et lui aussi a fait pleurer bien des membres du staff, car il était aussi compliqué à dessiner que la GT500. Pour les scènes d'action et les armes, nous avons toujours demandé conseil auprès de l'auteur original Kenichi Sonoda, qui nous a dit de faire des scènes moins longues, mais plus nombreuses et mieux réparties. Les caractéristiques du CZ modèle 75 sont les suivantes. Longueur 206 mm, poids à vide 1000 g. Le magasin peut contenir 15 balles de 9 mm de type Parabellum. Il est doté en outre d'un mécanisme de recul de la chambre de type Blowback. Le fait que la charpente et le système de coulisses soient très courts fait qu'on appelle ce système Shortwell. Bien que cette arme de fabrication tchécoslovaque soit âgée de plus de 20 ans, elle possède encore un grand succès auprès des fans et des collectionneurs qui les recherchent avec ferveur. De plus, la rareté de cette arme ne fait qu'ajouter à son charme. Beaucoup de professionnels ont opté pour cette arme magnifique car, alliant à la fois la qualité et la simplicité d'utilisation, elle est aussi réputée pour sa conception entièrement artisanale. On peut considérer que sa fabrication par des techniques secrètes de façonnage des métaux est semblable dans le principe aux techniques ancestrales des artisans qui créaient des sabres dans le Japon médiéval. C'est ainsi que les adversaires du modèle 75 ont fait stopper sa fabrication. Lorsque les pays occidentaux ont importé en masse ces armes, on les a fabriquées de manière industrielle afin de réduire les coûts. Et cette arme a ainsi perdu toutes les caractéristiques que possédait la première édition. Autre point fort de la production, la voiture de rallye, une superbe voiture de sport américaine, la Shelby GT500 modèle 67. Les plus férus en automobile auront reconnu la caisse de la Ford Mustang des années 60. Le Cobra qui orne la carrosserie est bien plus connu que le nom de Carroll Shelby, qui avait mis au point cette version Hot Rod de la Mustang et a pris ainsi le nom de Shelby GT500.
Ce qui nous attire le plus au premier regard, c'est le capot rehaussé, avec une prise d'air rajoutée sur le dessus. La carrosserie sur les côtés qui a été modifiée, elle aussi. La grille de radiateur, placée à l'avant, a été modifiée avec l'adjonction de phares anti-brouillard, ce qui a pour effet de renforcer encore plus son allure sportive. De plus, elle est équipée de pneus d'une taille spéciale que les pilotes de course utilisent pour conduire sur des routes détrempées. À la base, la Mustang possédait une silhouette fine et racée, mais les modifications apportées en ont fait une sorte de bête sauvage rugissante. Le cœur de la bête, un moteur Cobra 428 de 1100 cm3, 8 cylindres en V orientés à 90 degrés, de 7 litres de cylindrée et développant une puissance de près de 355 chevaux. Selon des pilotes de course qui l'ont essayé, la GT500 est une voiture très performante. L'habitacle intérieur ainsi que le tableau de bord de la voiture sont noirs, couleur qui est considérée comme luxueuse selon les goûts américains. Le compte-tours est gradué jusqu'à 8000 tours et est équipé de pédales de commande dignes de celles d'une voiture de rallye. L'emblème du Cobra est incrusté sur le volant. Le toit ouvrant, surplombant le cockpit de la GT500, ajoute encore au fait que c'est une voiture très appréciée de la part des collectionneurs. Même si ces détails ne sont pas précisés dans l'animation, tous les effets sonores de Gunsmith Cats, comme la GT500 ou le CZ75, ont été enregistrés à Hollywood aux États-Unis. Et tous ces sons ont la particularité d'être réels. Il n'y a pas de supercherie pour tous les effets sonores. Dans la salle des staffs, le réalisateur ainsi que chaque chef de section effectuent leur travail dans le silence, tranquillement. La multitude des scènes d'action de Gunsmith Cats nécessite en effet une attention et un soin particulier des détails apportés à chacune d'elles. Le réalisateur Takeshi Mori et l'auteur original Kenichi Sonoda se sont parfaitement entendus sur ce point. Tous deux savent à la perfection quelle valeur accorder à chaque scène ainsi que les difficultés à surmonter. Sur quel point avez-vous mis l'accent pour la série? J'aime beaucoup les voitures, mais je ne m'y connais pas beaucoup en matière d'armes. Alors j'ai dû me documenter énormément. J'ai voulu éviter d'utiliser des idées reçues que je pouvais avoir en matière d'armes. Donc je suis littéralement parti de zéro, et j'ai pu ainsi me documenter correctement à ce sujet. D'un autre côté, j'ai aussi voulu éviter que le travail de recherche ne devienne trop apparent, car le côté documentaire aurait nui à l'histoire. J'ai pensé qu'il était donc plus judicieux de mettre discrètement cela à l'écart. Vos impressions lors de votre voyage aux États-Unis? Je vais être franc avec vous. En réalité, le genre de ville décrite généralement dans l'animation japonaise n'existe pas. C'est difficile de tricher. Je le répète, on avait pris l'habitude d'inventer nous-mêmes nos villes. En fait, au départ, avant de voir Chicago, nous avions l'intention de créer nous-mêmes les lieux de l'action. Une ville américaine comme nous pouvions nous l'imaginer, nous, Japonais. Los Angeles,
San Francisco, des villes côtières bien ensoleillées. Mais Chicago ne correspondait pas du tout à ça. Il y fait aussi sec, mais ce n'est certainement pas l'ensoleillement de la côte ouest. L'image donnée sur nos écrans par les films américains ne correspond pas toujours à la réalité. Ce voyage s'est avéré très intéressant, mais aussi difficile, car on s'est rendu compte que l'on ne pouvait faire n'importe quoi. Quels sont les points forts de cette série d'animation? En premier lieu, les scènes d'armes, puis les scènes de voitures. Et enfin, avec comme finale, le duel à 1 contre 1. De ce point de vue, je pense que tout est bien étalé et équilibré. Mais tout ceci risque de faire beaucoup pour un seul épisode. Alors, j'essaie de bien éparpiller les divers moments de tension. J'aimerais bien que les spectateurs se détendent en regardant, comprenant chaque scène, et qu'ils n'aient pas à réfléchir continuellement. Je pense que le but principal était que nous nous amusions en faisant ce film d'animation, car forcément, cet amusement se répercuterait ensuite sur le public. Nous nous rendons compte, en regardant ces planches et ces dessins du directeur artistique Kazuo Nagai, de l'état d'esprit de tout le staff lors de leur voyage. Vous pourrez observer en regardant la série à quel point la recherche de la réalité maximale a été la motivation principale de tous. Nous voici à l'intérieur du studio d'enregistrement où nous voyons 3 jeunes femmes en train de poser pour des photos. Il s'agit de Michiko Neya, Kae Araki et Ayai Sakawa. Ces 3 personnes sont extrêmement connues de tous les fans d'animation et sont les interprètes principales des héroïnes de la série. Elles sont présentes aujourd'hui afin de faire les photos qui orneront l'album musical sur la série. On sentait les 3 vedettes déjà bien dans leur rôle. Bien qu'elles aient été très occupées par les prises de vue, nous leur avons quand même demandé ce qu'elles pensaient de leur rôle. Comment avez-vous ressenti et interprété votre rôle? Rally n'est pas adulte, mais n'est plus une enfant. Elle est une femme, mais pas féminine, mais n'est pas non plus masculine. Rally est un personnage tout en opposition. Mais je pense qu'elle possède une naïveté intérieure qu'elle garde enfouie secrètement. J'aime beaucoup les scènes d'action et les doublés. Que voulez-vous dire? J'éprouve une sorte de sentiment de soulagement. Cela me permet de me défouler. En fait, c'est mon premier personnage vraiment sexy. Minnie est une spécialiste en bombes et en explosifs. Mais ce n'est pas un personnage violent. J'aime beaucoup ce personnage et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le doubler. Elle est amoureuse et son côté fidèle me plaît également. Je suis l'intellectuelle du groupe. Alors j'aimerais donner l'impression d'un personnage calme et adulte. Dans la bande dessinée, Becky est assez réservée, d'après ce que j'ai lu dans les 2 premiers tomes. Je suis curieuse de savoir comment le personnage a été perçu dans le film animé. En bref, tout est donc paré pour que nos doubleuses puissent donner vie à nos 3 personnages.
Gunsmith's Cat ne mérite pas seulement d'être vu, il faut aussi l'écouter. Comme il a été mentionné précédemment, les réalisations sonores ont été faites avant l'animation. L'intention est de produire dès maintenant une musique plutôt orientée américaine. La musique est totalement américaine. Le rythme funky retranscrit merveilleusement le monde de Gunsmith's Cat. Ce sont les 3 doubleuses qui chantent la chanson originale de la série. Juste après l'enregistrement, le couloir du studio est devenu un véritable lieu de conférence de presse. Toutes sortes de questions ont été posées sur le contenu de l'histoire ou encore les motivations des chanteuses et leur appréciation du résultat final. Ce nouveau groupe de doubleuses Gunsmith's Cat est plein de promesses. Le batteur est Peter Erskine et s'occupe de la musique. La musique rappelle les films d'action américains mais en plus novateur et accrocheur.